Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Comme toujours. Vous le savez, comme toujours, c'est une émission sur le patrimoine vivant, le patrimoine immatériel, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, on prend la direction de Boing, parce que Boing, c'est bon. Boing qui a rejoint le petit cercle des communes labellisées Site remarquable du goût pour sa production d'une perle rare. J'ai nommé l'huître. Oui, mesdames et messieurs, n'ayons pas peur des mots. Cap sur la capitale des huîtres en Vendée, avec deux ambassadeurs de prestige. Thomas Gisbert de Calac, maire, et France Pelletier, présidente de l'association Boing c'est bon. Vous l'avez compris, que de la perle rare. Allez, en route. Numéro 3. Fine de Claire, belle gosse et bling bling de mer. Une salopette salmonelle, chaussée en talons corail. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, pour décrocher le label du site remarquable du goût, tous les acteurs du territoire, allez qu'ils soient élus, artisans, ostréiculteurs bien connus des podiums de concours généraux agricoles, ils n'ont pas hésité à faire la journée des 3 huîtres, à suivre pendant des années et sans relâcher un rythme immuable, effréné, à savoir Bouchot, Bulot, Tourteau, à escalader les plateaux de fruits de mer les plus prestigieux. Ça a payé, puisque cet investissement leur permet d'obtenir un label précieux pour le territoire et de valoriser le travail des artisans du goût, que sont les ostréiculteurs, mais plus largement l'ensemble des professionnels, restaurateurs, pâtissiers, éleveurs, sauniers, pêcheurs. Pas étonnant, car nous savons que ce territoire est riche de savoir-faire, de ténacité et de courage. Oui, Boing est un territoire qui ne manque pas de sel, qui a le vent en poupe et n'hésite pas à prendre la poudre des girouettes, à se lancer dans de nouvelles aventures, dans le vent des énergies renouvelables et des espaces naturels sensibles. Boing, c'est un vrai débit de passion qui nage dans le bonheur, dans le goût du beau, du bon, du sensible, avec tout son cortège de mots en IT. Authenticité, proximité, qualité, convivialité. À l'image de nos deux invités, chacun dans leur domaine, en mer, en mairie, tous deux ont l'océan dans leurs gènes, l'eau salée dans les veines. Ascendant poisson, Thomas et notre invité qui est présidente de l'association, France Pelletier, eh bien sont nés au champ de la coque. Voilà des années que la mer leur a mis le grappin dessus, qu'ils sont tout petits, depuis tout petit, l'eau s'infiltre sous leur peau, par tous les pores, c'est l'osmose, une histoire d'amure et d'eau salée en quelque sorte. Depuis qu'ils sont tout petits, ces deux-là se shootent à l'iode, fument de l'algue et n'hésitent pas à prendre leur cordage à deux mains et à tracer leur route sur les chemins de la réussite et à faire entrer Boing dans la grande et prestigieuse famille des sites remarquables du bon goût. À bon entendeur, chalut! Allez, qu'est-ce qu'un site remarquable du goût? Comment obtenir ce label? Qu'apporte-t-il? Voilà, autant de questions que nous allons poser à nos deux invités. France Pelletier, bonjour, et Thomas Gisbert de Calac, bonjour. Bienvenue dans l'émission, on est très heureux de vous recevoir. Peut-être avant de se lancer dans notre émission et dans le sujet, permettez-moi de vous présenter nos deux perles rares, que sont nos deux Jean-Pierre. Jean-Pierre Précieuse. Bonjour les Jean-Pierre. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Moi, on va bien. On va bien, on va comme elle est née. On va comme elle est En née. toute modestie, perle, c'est beaucoup. Gobert, oui. Gobert, ah oui, Oui, vous êtes oui, amateur. oui, oui. Vous êtes... Alors que moi, je préfère bien les mâcher. Moi, j'aime pas gober les. J'aime bien les profiter du goût de moi A aussi, à Z. moi aussi. Ah oui. Mais vous êtes quand même nos deux perles. Oui. Malgré Ça, tout, c'est hein. gentil. Alors bon... Ça, c'est parce qu'on n'est pas loin de Noël. hein. Oui. Ah, ça doit être ça, c'est ça. Alors, alors j'ai fait ma petite liste. Hein. Jean-Pierre Pouvreau au menu, c'est original. Ah ben oui, de l'huître. Eh ben oui, ma Il n'y a foi. pas grand-chose à faire avec lui. C'est tellement bon, l'huître de Boing est tellement bon qu'il n'y a rien à faire pour enrichir un petit peu un goût complémentaire. D'accord. Mais elle est bonne nature. C'est vrai. Mais vous Oui. apportez la petite touche Pouvreau. Mais il y a une multitude de touches qu'on peut apporter. Voilà, j'en propose une ou deux, voilà, après à tester soi-même. Voilà, après il faut s'y mettre, puis il y a un instinct culinaire qu'on a tous en nous, et quand on est au fourneau, mais on interprète. Et puis vous allez attester, l'huître de Boing, c'est la meilleure. Ah, mais bien sûr, Bon, c'est ben la voilà. meilleure. Bon, Donc, on peut finir cuisinait l'émission maintenant. que de l'huître de Boing. L'essentiel est dit. Et les labels, ça fait que confirmer. C'est ça, c'est Les sites ça. remarquables On va en ne parler font quand que même. confirmer. Et Jean-Pierre Bertrand, l'huître aussi au menu dans les chroniques autour des récits et Mais des les collectes. traces archéologiques nous laissent entendre que depuis toujours, les Vendéens mangeaient des huîtres. Ouais. Bon, voilà. Donc s'il y a quelque chose de traditionnel,
Là, on est dedans. Bon, eh ben voilà. Thomas et France, est-ce que vous pouvez nous dire, c'est quoi ce site remarquable du goût? Qu'est-ce qu'un site remarquable du goût? Alors, un site remarquable du goût, c'est un label qui met en avant un produit lié à un territoire. En général, il y a une association directe entre le produit et son territoire et qui permet de valoriser un savoir-faire également. Donc à Bouin, on a une grande communauté d'ostréiculteurs avec une huître qui n'a pas forcément l'aura de Marraine-Oléron ou d'autres huîtres plus connues. Donc on a voulu la valoriser en obtenant ce label site remarquable du goût qui permet à cette huître de rayonner davantage au-delà de la Vendée et de façon plus large. Mais alors, Thomas, on ne se lève pas un matin en se disant, tiens, c'est j'imagine un chemin de longue haleine, une aventure au long cours. C'est une aventure au long cours. Ouais. On a un bon produit dès le début. Ouais. On sait qu'il est déjà valorisé par d'autres instances, évidemment, mais nous, on apporte notre petite pierre précieuse à l'édifice. Et c'est la raison pour laquelle, étant moi-même membre du concours général agricole, dont je suis en contact avec les ostréiculteurs qui sont primés, on a la chance à Bouin d'avoir de nombreuses médailles d'or chaque année, argent et bronze, et bien de se dire il faut y aller et communiquer sur ce site. Oui. Parce que Bouin, c'est l'huître, mais vous l'avez évoqué en préambule, c'est également le sel, c'est l'élevage, c'est tout un tas d'autres produits, de bons produits locaux. Et donc, à l'heure des circuits courts, quoi de plus naturel, évidemment, que de parler de cela. Donc, cette labellisation site remarquable du goût faisait même partie de notre projet de campagne municipale. Ah, c'est vrai, donc oui. Et c'était inscrit dans les professions de foi, voilà. Donc on avait déjà travaillé ce label. Ouais. Ce fut long, puisque 3 ans ont été nécessaires pour l'obtention du label. Ouais. Beaucoup de réunions, tant dans les ministères qu'avec les instances consulaires. Mais on en est fiers, parce qu'au bout de 3 ans, eh bien, on a rejoint le club très privé des sites remarquables du goût. On voisine avec les truffes du Tricastin, Château Margaux, la sardine de Saint-Gilles, qu'on ne peut que saluer parce qu'ils ont été nos initiateurs, c'est eux nos partenaires. Et je salue Christian Pouclet. Ils ont donné l'élan. Exactement. Voilà, et tous ces sites d'exception qui nous permettent aujourd'hui de faire partie de cette grande famille des produits d'exception. Et Bouin se devait de faire partie. Donc voilà qui est fait. Quand vous dites cette grande famille, c'est combien de communes? C'est 75. 75, oui, donc j'imagine que les places sont rares et chères. Les places sont rares et chères, et il faut une technicité, il faut un savoir-faire, il faut savoir communiquer également autour de ces produits. Alors vous avez des institutions, quand on parle de Château Margaux, évidemment, c'est énorme. Il y a les huîtres de Cancale, qui voisinent avec nous. On aimerait fédérer peut-être en Vendée notamment de nouveaux sites. Alors je ne vais pas les révéler parce que c'est encore le secret de l'instruction. Mais voilà, il y a effectivement le produit, mais ce produit, il est le résultat d'un savoir-faire. Et comme vous disiez très justement, France, c'est parce qu'il y a ce savoir-faire et cette qualité, cette âme du producteur, qu'on va pouvoir avoir un produit de qualité localement. Et France, cette association, Bouin c'est bon, ça c'est du slogan, on retient, c'est facile. Et alors vous en êtes la présidente, c'est quoi, pourquoi une association et quelle est son histoire? Est-ce que c'est assez récent finalement? Alors c'est une association récente qui a été créée pour porter le label site remarquable du goût, porter les animations liées au label. Donc on l'a créée en début d'année. Et il y a eu un premier grand événement cette année par cette association qui a été le dîner des chefs à Bouin. Donc un dîner de 320 convives qui a été préparé par les restaurateurs, l'ensemble des restaurateurs de Bouin, et uniquement à partir de produits locaux. Avec évidemment l'huître en star, si on veut dire. Un dîner qui a eu beaucoup de succès, avec un esprit guinguette, qui a été servi par 24 élèves du lycée Louis-Armand de Machecou. Donc il y a eu aussi une collaboration avec des acteurs locaux. Transmission. Transmission d'un savoir-faire, des restaurateurs auprès d'élèves. Et c'était important pour nous de collaborer à la formation professionnelle. Donc une partie des bénéfices du dîner ont été reversés au lycée Louis-Armand pour la formation professionnelle. Et je pense qu'on peut le dire, c'est pas un secret. On va réitérer ce dîner aux mêmes dates fin juin.
où là, le lycée Louis Armand va également collaborer à la préparation du dîner, donc le service et la préparation en cuisine. D'accord. Et c'est un dîner qui s'adresse à tout le monde? Qui s'adresse à tout le monde. Dans Alors la malheureusement, réservation, j'imagine qu'il y a quand même des réalités. Oui, pour des questions de logistique et de qualité, parce que sinon on perdrait aussi en qualité de dégustation. On est obligé de limiter les places à 320. C'est une contrainte imposée entre guillemets par les restaurateurs et il faut que ça reste gérable. Et ce label, il est à vie ou alors il faut le redéfendre? Comment ça se passe? Alors, ce label, c'est pas un acquis. C'est pas acquis. Même si on est très fiers d'avoir fixé dans nos entrées de ville, puisqu'il figure en bonne place. Donc, il est valable pour 5 ans. Mais derrière, il faut faire de l'animation, etc. Le dîner des chefs, comme l'évoquait France, fait partie de cela. On a évidemment tout un tas d'animations en cours et des passages sur certains de vos confrères à l'échelle nationale. Je pense à TF1 et C'est vrai, et Arte. ils se sont intéressés Ils se sont intéressés puisque très prochainement, les téléspectateurs du journal télévisé de France 3 vont pouvoir, après chaque journal télévisé du déjeuner, donc de 13h, on va leur présenter une recette. Ouais. Et la première du genre, qui arrive très prochainement, va mettre en avant une recette réalisée avec nos huîtres de Bouin. Chaque région est représentée. C'est Marie-France Berthaud, qu'on ne présente plus, blogueuse et romancière, qui a concocté 3 recettes à base d'huîtres. D'accord. Et on va inviter évidemment les téléspectateurs à voter pour que la meilleure recette de France puisse, on l'espère, se trouver chez nous. Vous avez entendu le message, Jean-Pierre, j'espère. On a le droit de voter plusieurs fois. TF1, oui, TF1, pardon. C'était TF1, d'accord. TF1, oui, c'était pas France. Non, et c'est Marie-Sophie Lacaro qui viendra, grande amatrice d'huîtres, accessoirement, qui viendra défendre sur place la recette de Marie-France. Donc, croise les doigts, tous sur TF1 après le journal télévisé pour voter. Bon alors, exceptionnellement, vous avez le droit de passer de TV Vendée à TF1, allez voter. Eh bien, puisqu'on... Il faut voter avant le 15. Il faut voter avant le 15. Oui, on a plus de 3 jours. Mais les gens peuvent venir à Bouin manger des huîtres après le 15 et tout. Oui, c'est ça, c'est toute l'année. Le vote, c'est avant le 15. C'est avant le 15, c'est important de le préciser. Eh bien, écoutez, les Jean-Pierre ont commencé à prendre la parole, ils vont la garder, on va la passer à Jean-Pierre Pouvreau, il nous invite à table. Vous votez, Jean-Pierre? Je vais voter. Ah oui. Mais bien sûr, je vais voter. Et je participerai, je vais suivre ça de près, ça m'intéresse. Mais les huîtres, c'est un produit magique. La capitale de l'huître, ça a toujours été moi. De toute façon, c'est normal que vous ayez le label du site remarquable du goût, il n'y a pas d'erreur. C'est en plein dedans. Et l'huître, elle est bonne naturellement. Alors, tout ce qu'on peut y rajouter, c'est un complément d'âme, je vais dire, au goût de l'huître nature. Voilà. Et moi, j'en ai fait j'ai plein de recettes à base d'huître. La base, moi, j'ai toujours cuisiné du poireau avec des champignons ou du poireau avec des carottes. On fait une fondue, voilà. On ouvre les huîtres à la main ou alors on les passe au four à 180 degrés ou on les ouvre au micro-ondes pendant 5-6 minutes également. Il y a plein de méthodes pour ceux qui ont peur d'ouvrir les huîtres. C'est pour ça que j'en parle. Et une fois qu'on a ouvert les huîtres, on jette toujours la première eau pour les manger différemment que fraîches, crues, avec du pain rassis. Très important. Pour avoir le goût de l'huître, il faut manger du pain rassis et du pain au levain. Le pain au levain est le seul pain qui développe un vrai goût. J'en parle régulièrement. C'est vrai. C'est un petit peu parce que je suis très attaché à la qualité du pain. Oui. Et alors, donc, une fois que c'est ouvert, on fait une fondue de poireaux, on peut faire une fondue d'épinards, on met ça sur l'huître, et puis après, pour caricaturer la recette, on fait une hollandaise avec un sabayon, avec des jaunes d'œufs, du citron, on rajoute ou du jus des huîtres, ou du champagne, ou voilà. Et donc, on nappe l'huître avec ce sabayon qu'on cuit à la demande, et on les fait gratiner, on peut les réserver au frigo, ça peut se faire la veille. On les réserve au frigo et le jour de la dégustation, on fait gratiner le tout au four avec un petit peu de chapelure. Et là, l'huître de Bouin va prendre encore un autre amas de son goût naturel qui est excellent. Très bien. Voilà. C'est pas une recette, c'est plusieurs.
On peut mettre des épinards, on peut mettre des champignons. Il y a plein de ramages différents pour cuisiner les huîtres. On peut les faire en soupe également, à base de chou-fleur. L'huître et le goût de l'huître et le goût du chou-fleur, ça se marie parfaitement. C'est un beau bien. mariage. Ah ouais. Nous, on faisait une crème du Barry, qui est un classique de cuisine, et on rajoutait des huîtres à la fin, et ça prenait le goût d'huître, c'est magique. Et c'est une des bases des recettes du CRP. Ah oui. Ouais. Ah oui, qui est un des potages les plus fabuleux, avec des produits simples, pas chers et de saison. Là, c'est que des produits de saison. Très bien, merci beaucoup Jean-Pierre. Au repas des chefs, on l'a décliné aussi, l'huître, sous différentes formes ou Il y a eu, alors d'abord il y a eu des huîtres toutes simples, voilà, peut-être c'est comme en ça que vous les dégustation. préférez, peut-être. Et puis qui était ouverte par un champion de l'écaillage, Marcel Le Soil. Ouais. Et ensuite elles ont été servies en entrée. On avait l'œuf mimo huître. Donc c'était un œuf poché avec un œuf mimosa et une crème d'huître, associée à une crème d'huître. Ça met en appétit. Ouais. Et il y avait également du pain aux huîtres. Oui, du pain aux huîtres. Pain aux huîtres qui est une spécialité de la boulangerie de Bouin-la-Chocolatine. D'accord. Qui a été servi, c'est un peu un pain façon préfou avec des huîtres, et qui a été servi avec les huîtres fraîches. C'est une belle illustration de l'aventure collective. Oui. Ce repas, le fait que... Tout à fait, ouais. C'était vraiment un événement très agréable déjà par cette collaboration de l'ensemble des restaurateurs qui ont bien joué le jeu, qui ont donné beaucoup de leur temps. C'était un gros investissement pour eux, tant en préparation en amont que le service le jour J. Et ça déjà, c'était un premier succès de les faire travailler tous ensemble. Et vous parliez d'actions, il y en a d'autres. Donc on a compris que vous étiez déjà sur les chemins de la célébrité. TF1 s'est intéressé et s'y intéresse. Il y a d'autres actions aussi à venir tout au long de l'année. On a pas mal d'actions, tant en direction des plus jeunes oui, que des seniors, exactement, avec des dégustations. On a la chance, France l'expliquait, d'avoir une boulangerie-pâtisserie de grande qualité, puisque... On a parlé de TF1, on a parlé d'M6. Ils ont participé à la meilleure boulangerie de France. Ah oui, donc que du beau monde, n'est-ce pas? On a quelqu'un qui fait des macarons, Christian Girard, et des chocolats. Et donc on a pu permettre aux enfants cette année, notamment des ateliers de dégustation. Pour les seniors, et notamment nous sommes dotés d'un EHPAD et d'un foyer pour adultes handicapés. Des actions sont prévues également autour du goût. France l'évoquait l'année prochaine, nous remettons le couvert, si je puis dire, avec le dîner des chefs, avec une thématique qu'on ne dévoile pas encore, mais qui sera légèrement différente. Et toujours avec des appuis. On a eu la chance, ce sera l'année du sport l'année prochaine, donc il y aura un lien. On a eu la chance d'avoir comme parrain cette année Guillaume Gomez, qui était ancien chef de l'Élysée, aujourd'hui ambassadeur de la gastronomie en France. Et donc, il nous fera le plaisir l'année prochaine d'être parmi nous. Les projets ne manquent pas. En tous les cas, dans les cantines au quotidien également, puisque nous avons 2 écoles. Nous travaillons avec la société qui produit les plats, le prestataire, de manière à y introduire. La loi Egalim oblige en principe ce genre de choses. Mais on a avancer un peu le cliquet de manière à avoir encore plus d'actions sur du local, ce qui n'est pas facile. Ça veut dire une rencontre entre les producteurs et le prestataire. Voilà. Et ça procède aussi de cette labellisation. Ça doit parler au plus grand nombre. Ce dîner des chefs, on est la concrétisation, mais 320 personnes, autant vous dire qu'on a fait malheureusement des déçus. Ça, j'imagine. 2200 habitants. Voilà. Donc on ne peut pas accueillir tout le monde, mais on essaie d'avoir des actions en termes de communication. On met dans nos bulletins municipaux des recettes chaque trimestre, à base de produits locaux naturellement, marché de producteurs très régulièrement aussi. Voilà, toutes les actions sont bonnes pour communiquer sur le goût et la culture gastronomique du Marais breton et de Bouin et de l'île de Bouin. Dans le billet d'ouverture, j'associais Bouin à cette farandole de mots en IT, qualité, authenticité, proximité. Alors en toute objectivité, l'huître de Bouin, c'est la meilleure ? Qu'est-ce que c'est qu'une belle huître? C'est certainement pas moi. Je vais vous dire le contraire. Je le crois, je le pense, et ce n'est pas une posture parce que je suis le maire de la commune qui produit la meilleure huître de la baie de Bourgneuf. Et sinon, peut-être de la région. En tout cas, c'est un sacré marqueur identitaire. C'est un marqueur, d'abord en termes de quantité. Oui, déjà. C'est vrai. Puisque Bouin a le foyer d'ostriculture le plus important de la baie de Bourgneuf. Et à l'échelle de la région également, puisque 2/3 d'huîtres dans la région de Pays de la Loire sont produites chez nous, à Bouin, dans le polder du Dain et dans le polder de la Louipe, qui ont été construits pour l'ostriculture. C'est aussi la conjonction parfaite d'une économie
avec un espace naturel sensible, hein, la lagune de Boin qui est au milieu de l'exploitation ostréicole, avec de la technologie, avec une entreprise majeure qui est France Naissain, hein, qui est le plus gros producteur de naissain en Europe, basé chez nous à Boin, grâce à la nappe d'eau souterraine. Donc tous ces éléments étaient propices à une production d'huîtres. Maintenant, elle aurait pu ne pas être de qualité. C'est vrai. Or, on assiste depuis une vingtaine d'années à une montée en compétences des ostréiculteurs qui aujourd'hui plaident pour la qualité. Et il suffit de constater les résultats au concours général agricole. Je prends celui-ci parce que je le connais bien. Mais il y a plein d'autres concours. Souvent, on conteste un peu les labels. On dit que c'est facile, c'est de la communication. Ben oui, mais c'est aussi par la communication qu'on arrive à parler de l'huître. Et aujourd'hui, des restaurants comme chez mon ami Mathieu Guibert, Anne de Bretagne à Préfaille, 2 étoiles au Michelin, ben, il a des huîtres de Boin. Parce qu'elle est charnue, parce qu'elle est charnue, parce qu'elle a un goût très particulier. Son affinage lui permet d'avoir ce goût très, très particulier. Moi, j'aime beaucoup ce mot. Alors, je ne suis pas fan des néologismes, mais on parle de merroir. Hein. Entre la mer et la terre, il y a le terroir, on parle de merroir. Et je trouve que ce terme est assez juste, parce que c'est à la fois, elle grandit en mer, bien sûr, dans les parcs, etc., mais elle va être affinée aussi en terre. Et ça lui donne ce côté particulier. Elle a un affinage qui est aussi qui n'est pas le même que les autres. Et puis, on a la chance d'avoir des producteurs qui affinent vraiment au maximum leurs produits, qui prêtent une attention tout à fait particulière et qui en font un produit qui est, à mon sens, un produit de luxe. Très bien, vous en parlez remarquablement. Cette idée aussi de transmission, on sent bien, de génération en génération. Transmission des savoirs, c'est aussi l'objet de la chronique de Jean-Pierre Bertrand, puisqu'on va passer de bouche à oreille. Oui, cette culture de l'huître, la Vendée, voilà, c'est préhistorique. On a même eu au Moyen-Âge des productions énormes, puisque on expédiait des huîtres de Vendée dans toute l'Europe. Et il y a des traces, je pense à Saint-Michel-en-Lerme, où il y a les plus grosses buttes huîtrières, mais à Beauvoir-sur-Mer, dont vos voisins, il y a aussi toute une chaussée qui est constituée d'huîtres qui ont été décortiquées et qui constituent cette chaussée. C'est énorme. Ça veut dire que c'est des tonnes et des tonnes d'huîtres. Alors, pour venir à notre époque, l'huître, à cette époque-là, c'était plutôt de la cueillette dans la baie. Et ça quelques spécialistes, mais la population en consommait, mais pas plus que ça. C'était un des produits. D'accord. Mais ça commence à changer avec le tourisme. Hein, évidemment, les hôtels qui s'installent, les restaurants qui s'installent à la belle époque sur tout ce qui est littoral, évidemment, on propose des produits de la mer. Et effectivement, les huîtres commencent à prendre une autre dimension d'une vente sur place avec des gens qui s'organisent pour vendre sur place. Et donc là, il y a des parcs. Exactement comment ils sont organisés, on ne sait pas, mais il y a des parcs. Et puis, je sais qu'à Boin, par exemple, les gars, ils y allaient avec une espèce de barque qu'ils appelaient un aquin, qu'ils allaient en mer chercher leur dessin, leur récolte. Et puis, est arrivé dans les 54 ou 5, les premiers. Alors là, ils font exploser la profession des gens qui viennent de la région de Marennes. D'accord. Alors en Vendée, on a des gens qui sont originaires de Bourse-Franc. La Bourse-Franc est bloquée, on ne peut plus avoir de concession, plus rien. Donc pour les jeunes qui veulent s'installer, il faut chercher. Et il y a une équipe, une qu'on connaît, on va en entendre l'un d'eux, qui monte le littoral français même au nord Bretagne. Et il y en a qui s'installent chez nous, à la Boin, à la Bardemont, à Beauvoir-sur-Mer. Et on va entendre... On va écouter un magnéto pour ces gens-là, ouais. Mais avant, on va entendre Claude Cahuot, qui est né en 1931, qui nous parle de ses parents qui avaient cette activité de polyculture à Olonne. On écoute. Et des sauniers, des ostréiculteurs, puis ils faisaient les maraîchers aussi un petit peu. Puis la vigne aussi. Puis la vigne aussi, oui. Et vos grands-parents, ils avaient un peu tout ça aussi. Ben, mes grands-parents, mon grand-père, ma grand-mère, ils avaient eu des huîtres, ils avaient fait des marais salants, bien un petit peu de vigne pour eux. Mais mon grand-père était mort en 1922. Ah oui. Ben, des suites de la guerre de 14. Ah oui.
Et ma grand-mère n'a jamais rien, elle n'a jamais rien touché. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas mort à la guerre. Il aurait fallu qu'il soit mort à la guerre pour qu'elle touche quelque chose. Quand même quelque chose. Elle avait essayé de demander, mais non, rien. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait alors? Elle continuait l'exploitation. Elle avait arrêté les marais salants, elle avait arrêté les huîtres, et puis elle continuait, faisait un petit peu faisait des asperges, et puis un petit peu de vin qu'elle vendait, comme ça. Et puis elle a vendu les terres un petit peu, petit à petit, pour subvenir. Témoignage, merci. Et Jean-Pierre, je suis désolé, mais d'habitude, c'est deux sujets, et là, je vais vous couper l'herbe sous le pied. On garde la perle rare pour une prochaine fois avec le deuxième témoignage, parce que, en fait, quand on parle de l'huître, le temps passe vite. Mais en fait, l'essentiel est passé. Boin, c'est bon, c'est beau. Et peut-être que s'il y avait un message à retenir, c'est de voter pour l'actualité, là, prochainement, l'émission sur TF1. Voilà, c'est déjà la fin de notre émission. Merci en tout cas d'avoir posé les mots sur ce label, d'être venu nous l'expliquer aussi bien. Merci à vous, bon vent. Merci Jérôme. Et merci les Jean-Pierre. Puis ici, on a l'habitude de se dire à Bétou. Alors à Bétou.